Bonjour à tous et merci de regarder France Soir. Aujourd'hui, un sujet un petit peu dur à traiter puisque voilà, beaucoup de gens ont du mal à s'approprier ce sujet. Vous l'avez peut-être vu dans le titre, c'est le Great Reset. Et alors, pour en parler, donc cette émission fait suite à l'entretien que nous avions eu avec Eric Verhaeghe, haut fonctionnaire, qui avait pu commencer par nous expliquer un petit peu de quoi ça parlait par rapport au livre de Klaus Schwab sur lequel on reviendra. Et aujourd'hui, pour approfondir ce sujet, nous sommes avec un juriste spécialisé dans l'histoire du droit, monsieur Marc-Gabriel Draghi. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour François. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Du coup, le Great Reset, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une théorie bizarre, farfelue, ou est-ce que, comme vous le marquez dans votre livre, ça part de ce livre de Klaus Schwab, Covid-19, la grande réinitialisation, en français, comme on dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, selon vous? Pour être un peu à contre-courant de mes collègues dont l'un est passé à votre micro, en fait, le Great Reset qui a été popularisé, on va dire, par le livre de Klaus Schwab en juillet 2020, en fait, à mon sens, c'est un phénomène qui a débuté bien plus tôt, bien avant l'année 2020. On va dire, en 2014, en fait, Christine Lagarde avait déjà parlé d'un reset de l'économie. C'est lors d'une conférence de presse, justement, au sein du Forum économique de Davos, du Forum économique mondial. Alors du coup, est-ce qu'on peut rappeler pour tout le monde, ceux qui connaissent pas forcément, Eric Verhaeghe lui en parlait comme un rendez-vous, un syndicat des élites financiarisées du monde. C'est ça, c'est une grande réunion, on va dire, où les grands chefs d'industrie, les grands patrons de multinationales et des leaders politiques se retrouvent pour organiser le monde de demain. C'est quelque chose qui peut faire peur ou c'est quelque chose de normal d'avoir des syndicats d'élite en fait dans une société? C'est quelque chose de courant depuis le XXe siècle. Ça s'est bien développé à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où c'est un peu c'est le monde anglo-saxon qui a lancé ce genre de réunion. Mais non, ça peut paraître cohérent dans des économies, dans nos économies modernes. Mais pour revenir au Great Reset, parce que c'est un terme qui fait un peu fantasmer pas mal de gens, pour revenir à ce que j'ai dit, c'est un vocable, ça a été évoqué lors d'une réunion, donc le 27 janvier 2014, par Christine Lagarde, qui était à l'époque directrice du Fonds monétaire international, et où elle commençait à en parler pour solutionner tous les problèmes qui avait découlé de la crise des subprimes de 2007-2008, et elle parlait des 3 R, donc c'était reprise, on parlait déjà de reprise de l'activité et de l'économie en 2014, reprise, risque et reset, réinitialisation. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc là le Great Reset, à l'occasion de la crise du Covid, du coronavirus, Klaus Schwab a, on va dire, rendu public un programme. On pourrait parler de programme politique, mais est-ce que vous pouvez rappeler qui est Klaus Schwab pour tout le monde? Moi, c'est le directeur du Forum économique mondial, en fait. C'est quelqu'un qui organise, comme vous l'avez dit, une grande réunion annuelle, en fait. Et alors, faut aussi préciser que c'est un livre qui a été écrit aussi par Thierry Malret, un Français. Et donc il y a pas que Klaus Schwab, c'est pour ça que moi personnellement dans le livre je le cite puisque ça a beaucoup fait parler le Great Reset, mais Klaus Schwab c'est on va dire c'est la vitrine, mais c'est pas un élément moteur du processus qu'on verra, peut-être on va en parler après, du processus qui est plus global et qui s'insère pour moi dans le processus de la crise financière de 2008, qui est en fait une mutation du capitalisme. Par l'instauration du too big to fail, c'est-à-dire trop grosse pour faire faillite. Et en fait, le Great Reset vient, on va dire, amener à une nouvelle étape de ce processus, à mon sens. Alors, juste avant qu'on approfondisse le sujet, juste pour revenir sur vous, Marc-Gabriel Draghi, auteur et juriste, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts même sur un tel sujet? Ou est-ce que c'est quelque chose, parce que ça parle de néolibéralisme et tout ça, est-ce que c'est quelque chose, vous, sur lequel, qui êtes-vous? Présentez-vous. Moi, concrètement, je suis juriste. Après, je suis juriste en droit de l'urbanisme et de l'immobilier. Donc, on peut toujours trouver des liens d'intérêt, mais ils sont très, très lointains. Je n'ai pas de lien avec des grandes banques ou des grandes industries. Pas de lien avec des grands groupes du bâtiment ou des travaux publics. Je suis
je travaille pas mal avec les collectivités locales, mais sinon voilà, c'est mon secteur d'activité. Et je me suis intéressé à l'histoire du capitalisme dans un premier temps, par le biais de mon premier livre. C'était ce que j'allais vous demander, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur un sujet aussi gros, quoi? En fait, c'est assez simple, c'est par le biais de ma formation, j'ai un cursus universitaire assez classique. J'ai fait une maîtrise de droit public, après un master de l'histoire du droit, et je me suis intéressé à l'histoire du capitalisme, parce qu'en fait, c'est un peu une histoire, on va dire, qui n'est, je veux pas dire cachée, mais qui est pas forcément grand public. Et moi, j'étais un passionné de la Révolution et de l'Empire, de Napoléon notamment. Et il y a pas mal de lois et de choses qui se sont passées à la Révolution qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui, on va dire, m'ont fortement intéressé dans la structuration de nos sociétés modernes. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis, je suis aussi passionné d'histoire antique. Donc, j'ai tout simplement quelque chose d'assez bête. J'ai voulu savoir la monnaie, quand est-ce qu'elle avait été créée et comment elle s'était développée. Donc, en parlant de la monnaie, c'est-à-dire l'outil, j'ai étudié le système, le capitalisme, l'institution, on va dire, pour vraiment synthétiser et généraliser, la banque, et puis la pratique, après les pratiques monétaires. Voilà. Alors, revenons sur le Great Reset directement. Alors, qu'est-ce que c'est pour résumer? C'est donc beaucoup de surveillance de la population, c'est une vision de la société, en fait, ce qu'on peut le dire comme ça. Le Great Reset, ce serait une vision de la société que certains veulent. Donc en fait, vous, ce qui vous intéresserait, ce serait qu'elle soit sur le débat pour la population. Peut-être que on en parle. Donc alors, c'est beaucoup de surveillance de la population et un néolibéralisme assez extrême, finalement. Après, le côté surveillance, ça peut être un pan du grand reset, du Great Reset. Concrètement, pour moi, en fait, c'est un programme politique. Okay, voilà, c'est un programme politique. C'est un programme politique qui a été discuté dans, on va dire, dans des cercles assez importants, dans la haute finance ou dans la politique de haut niveau, des chefs d'État, des ministres, des banquiers centraux, notamment des banquiers centraux, j'en parle beaucoup dans le livre. Mais pas présenté au peuple. Bah, de fait, Klaus Schwab l'a quand même rendu public sur en tout cas, la formulation qui est faite du Great Reset dans le livre de Klaus Schwab, ça a quand même pas permis de le rendre public. Après, il n'y a pas eu forcément, alors là, c'est la question, on pourrait en débattre. Vous êtes un média qui donnait la parole à tout le monde. Mais c'est là où on pourrait se poser la question, c'est que oui, il n'y a pas eu forcément de relais médiatique important. On n'a pas des éditorialistes de télévision connus qui nous ont parlé. On en a parlé peut-être de manière résiduelle. Okay. Mais pour ce que c'est, on va en parler peut-être après. Ah ouais. C'est quand même assez important parce que derrière le Great Reset, il y a aussi toute la dimension écologique, la nouvelle dimension écologique de nos sociétés occidentales. Mon livre se focalise principalement sur les sociétés occidentales, l'Europe et les États-Unis pour faire simple. Mais on voit que de plus en plus la question écologique est importante et le Green New Deal va de pair avec le Great Reset qui est une mutation ou une évolution du capitalisme. Parce que c'est une forme de capitalisme quand même assez particulier. Mais quand on regarde l'histoire du capitalisme, on peut aussi la trouver logique. En termes de concentration, des moyens de production, de structuration au niveau étatique, d'hybridation des sociétés entre les secteurs publics et les secteurs privés. Donc, voilà. Et du coup, alors parlez-en maintenant de cet aspect écologique qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Est-ce que vous voulez lancer l'alerte? En fait, on voit que sous prétexte d'écologie, on est en train de nous vendre un agenda. D'ailleurs, j'emploie le terme agenda, mais c'est l'agenda 2030. C'est une littérature qui a été exposée par le Forum économique mondial sur son site. J'invite les gens à aller voir. Il y a plusieurs articles, j'en parle dans le livre, qui sont notamment de 2015-2016 sur une Danoise, une ancienne ministre de la Santé ou des Affaires sociales danoises qui s'appelle Auken, il me semble, qui explique qu'en fait la société de demain, c'est-à-dire de la décennie future, 2030, sera une société où les gens, on va dire la masse, on va dire les 90% de la population, peut-être un peu plus, ne seront plus propriétaires de rien. C'est-à-dire plus de maisons, plus de voitures, parce que ça pollue. Une maison, un petit pavillon avec son jardin, ou une voiture, même des vêtements, on sera tous locataires enfin, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire, en fait, dans cet article, le programme, c'est en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Alors,
ça peut être une manière d'orienter en fait les sociétés. Je dis pas qu'en 2030 on sera tous locataires, mais c'est en tout cas une volonté politique qui est de dire, avec le prétexte écologique, qui est justifié par beaucoup d'aspects, c'est-à-dire la pollution, la destruction de plusieurs écosystèmes sur l'exploitation des matières premières. On va vers une société qui, sous ce prétexte-là, réglemente et contrôle la vie des individus pour un projet qui n'est pas forcément, on va dire, cohérent avec ce qui est soulevé comme prétexte, en fait. Et il y a un autre prétexte dont on parle beaucoup dans ce livre, enfin ceux qui analysent le livre de Klaus Schwab, Covid-19, la grande réinitialisation, c'est le prétexte de la santé pour surveiller les populations. C'est de dire, pour protéger son prochain, on va faire comme Singapour, reconnaissance faciale, et on verra les pathologies de la personne avant même qu'elle le sache, et on pourra les isoler. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir identifier tout le monde dans la rue. C'est voilà, ça vous en parlez beaucoup dans ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que... En fait, c'est le principe de l'idéologie malthusienne. Malthus, c'est-à-dire on est dans un monde fini avec des ressources finies et alors c'est la phrase, c'est une croissance infinie. Donc au bout d'un moment, c'est la phrase qui dit il y a que les économistes qui peuvent penser que une croissance infinie est possible dans un monde où les ressources sont finies. En fait, ça, c'est une idéologie quand même qui est malthusienne. Moi, je suis pas libéral, donc je peux me permettre de le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de libéraux qui sont contre cette citation-là. Mais en fait, par exemple, le PIB, je suis pas du tout un grand fan du PIB, un fanatique du PIB. Mais en fait, la croissance, vous pouvez aussi faire de la croissance, pas forcément en exploitant toujours plus les matières premières. L'évolution intellectuelle, la recherche, la recherche et le développement, l'évolution de la technologie peut être fait tout simplement par des découvertes scientifiques qui nous permettent de faire des gains qualitatifs sur une économie. Donc c'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger. Et cette idéologie malthusienne qui fait de l'homme en fait un pollueur contre la planète, c'est-à-dire en fait on personnifie un petit peu la planète, même s'il faut la préserver, et où on dit que l'homme est un pollueur, donc il faut le restreindre, donc on vient au contrôle, puisque si il faut que collectivement et individuellement on pollue moins, on consomme moins, forcément il va falloir des règles s'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de règles. Donc il va falloir mettre en place un système qui prévoit des sanctions pour les gens qui polluent trop, qui consomment trop. Donc la surveillance, donc là ça a été à l'occasion de la crise du coronavirus, on voit alors il y en a qui disent que le coronavirus a servi de prétexte. Il me semble que c'est Eric Verac qui expliquait que en plus Klaus Schwab s'en cache pas dans le livre The Great Reset, il explique que la crise du coronavirus peut servir de prétexte à penser la société du futur. Et comme moi, je me suis permis de mettre une chronique de Jacques Attali à l'occasion de la grippe H1N1 de 2009, où il expliquait ce qu'explique Klaus Schwab dans le livre The Great Reset. Donc oui, c'est intéressant, mais évidemment que la surveillance de masse va être un pan de la société future, puisque on sera tous considérés comme des pollueurs. Là, un des grands points que vous soulevez, c'est que finalement l'économie est tellement fragilisée aujourd'hui, notamment avec les dettes et tout ça, il y aura un écroulement, un effondrement peut-être dont vous parlez, et que derrière ce projet politique sera de reconstruire derrière. C'est exactement ça, mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que l'effondrement, il y en a beaucoup qui en font, on vend un effondrement qui serait subit et qui arriverait d'un seul coup. Okay. Alors qu'en vérité, c'est quelque chose de long. C'est un processus long, et en fait, depuis 2008, on est dans une phase d'effondrement contrôlé, dans une décroissance programmée. Je pense que la plupart des Français qui ont entre 40 et 50 ans et qui ont eu une activité économique, qui ont une entreprise, voient que le système dans lequel on est actuellement fait qu'il y a une liquidation des petites et moyennes structures. Surtout dans les secteurs primaires et secondaires. L'industrie en France, on voit que c'est une catastrophe. On voit qu'on a des dirigeants politiques. Après, ce que je vous dis, c'est un constat. C'est plus un constat qu'un avis, même si c'est un avis. On a des dirigeants politiques qui n'ont pas
qui ne voient pas l'intérêt de conserver une industrie même stratégique en France, il y a une liquidation qui est factuelle, c'est-à-dire quand vous prenez l'état de l'industrie en France en 2000 qui n'était pas florissante, elle était déjà attaquée depuis 30 ans, et vous voyez l'état de l'industrie en France en 2020 notamment, où à l'occasion de la crise du Covid, on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de fabriquer des masques. Donc voilà, certains étaient après le port du masque c'est une autre question, mais il y en a qui se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu absurdes, qu'on avait laissé certaines fabrications de médicaments, et on voit qu'il y a des politiques qui ont laissé se liquider des pans entiers de secteurs stratégiques en France. Alors par l'intermédiaire de la culpabilisation de la dette, j'ai trouvé très intéressant ce que disait mon collègue Éric Vérac dans le précédent entretien. Lui, il considère que pour s'en sortir, il faut gérer, entre guillemets, retrouver la bonne gestion du bon père de famille. Je suis assez d'accord avec lui, sauf qu'en fait, cette gestion n'est pas possible, puisque politiquement, depuis 40 à 50 ans, tout a été fait pour que l'État et les collectivités publiques s'endettent. Ouais. Donc, en effet, on s'est mis sous tutelle des marchés financiers, pour cette raison. Et en effet, sous prétexte de la dette, qui a explosé à l'occasion du Covid, avec la dette Covid, qui est à plus de 120% du PIB, on a sacrifié, et puis sous prétexte de l'Union européenne et plein de choses, on a sacrifié des pans entiers de l'économie, et moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que dans les années à venir, il en va de la survie. Alors là, ça c'est pas pour faire peur aux gens, mais de la survie de la nation même, parce qu'en fait, comme on est de moins en moins souverain sur une multitude de secteurs, et il en va de notre survie politique. Alors j'explique ce qui pourrait nous arriver, notamment avec l'Allemagne, dans les mois à venir, mais parce que nous, on a une dette plus importante en raison de l'euro que l'Allemagne, on pourrait être mis sous tutelle assez rapidement par nos partenaires européens, notre plus grands partenaires européens. Alors, pour faire l'avocat du diable un petit peu, dedans, il y a aussi des phrases. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous lisez donc ça, c'est dans le livre de Klaus Schwab, encore une fois. Le Great Reset, ça implique une redistribution massive des richesses des riches vers les pauvres. Donc c'est pas une phrase qui semble malsaine ou malveillante envers les populations. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Après, ça reste un livre politique. C'est-à-dire, après, je ne pense pas que Schwab c'est des gens qui pensent faire le bien. Donc, quand certains politiques nous vendent un monde malthusien où on devrait arrêter la petite propriété privée, par exemple, pour moins polluer, je pense sincèrement que ces gens-là conçoivent le fait qu'il en va de notre survie ou d'une survie d'une certaine partie de l'humanité. C'est-à-dire quand ils expliquent que demain il faudra plus manger de viande, qu'il faudra manger des insectes, tout simplement parce qu'on pollue moins et il va falloir changer nos modes de production, nos modes de consommation, je le pense qu'ils le font pour, à leur sens, des bonnes raisons. C'est-à-dire, pour lui, ça engendre en effet le fait que les riches consommeront moins, mais quand on voit la structuration du système, notamment avec les politiques d'assouplissement quantitatif, la QE, pour faire plus simple, la planche à billets qui tourne excessivement depuis 2008 et 2011 à l'occasion de la crise de l'euro, on voit qu'en fait, actuellement, la monétisation des dettes et le fait d'avoir, depuis 2008, c'est une bulle qui a éclaté, donc c'était la bulle de l'immobilier américain, et en fait, pour sauver le système, on a tout simplement recréé une bulle plus grosse. Alors, maintenant, à savoir quel va être le choix des politiques. Enfin, on ne sait pas comment ils vont faire pour gérer ce problème-là, parce qu'un jour l'illusion financière et monétaire va s'arrêter. Tout simplement. Et on le voit parce qu'actuellement, depuis avril-mai aux États-Unis, il y a un retour très important de l'inflation qui n'existait plus qui était entre guillemets maîtrisé depuis 30 ans. On était dans des économies qui maîtrisaient l'inflation. Là, il y a un retour qui arrive rapidement, et on pourrait arriver à une situation un peu compliquée du fait de cette inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, mais qui en fait révèle la dépréciation des monnaies, en particulier le dollar et l'euro. C'est-à-dire quand on imprime en 40 ans, la masse monétaire a été multipliée par 5 et en 10 ans par 2. Donc en fait, la masse monétaire, elle a explosé pour sauver le système. Donc les conséquences concrètes
de ces pratiques qui sont historiques, c'est-à-dire l'impression monétaire actuelle n'a jamais été vue dans l'histoire. On les voit pas encore parce qu'actuellement les économies sont en partie subventionnées, on va dire étatisées. Il y a des grands pans des économies qui sont pris en charge par l'État, mais quand cette prise en charge va s'arrêter, on connaît pas encore les conséquences et elles pourraient être problématiques. Quand vous parlez que c'est un programme politique, est-ce qu'on pourrait voir émerger un candidat qui, dans les prochaines années, peut-être, qui porterait ce programme? Comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir? Non, parce que pour le candidat qui porte ce programme, c'est Emmanuel Macron. Donc, il est déjà à la tête il est déjà... C'est pour ça que vous mettez, le grand reset en marche. Du coup, c'est un petit clin d'œil à... C'est un clin d'œil, oui. On a Emmanuel Macron, c'est de plus en plus documenté. Ouais. On a beaucoup parlé du scandale Alstom, où soi-disant il aurait. Là, vous dites qu'il est vraiment lié à BlackRock, donc BlackRock qui est un. Après, pour que les gens comprennent, en fait, c'est des rapports de force. Okay. Quand on fait de la politique, il faut être financé. C'est-à-dire, si vous un jour vous voulez faire de la politique, vous pouvez avoir les meilleures idées au monde. Si vous vous faites pas connaître, c'est compliqué. Et Emmanuel Macron, même on avait des petits candidats la semaine dernière avec qui on a pu faire un débriefing par Zoom, ou qui portaient des listes citoyennes et qui nous expliquaient qui nous rappelaient que effectivement il faut, même pour des régionales comme ça, il faut réellement une masse financière derrière ou un soutien financier important pour soi-même payer sa campagne, quoi. Puis je veux dire, dans tout ce qui est association politique ou culturelle, il faut des locaux, il y a des charges fixes. Donc on imagine bien que quand c'est des élections d'envergure nationale, louer des salles, à l'occasion du Covid, maintenant c'est beaucoup on va dire digitalisé, numérique, mais c'est des fonds considérables, sans parler je veux dire pour passer dans les médias, il faut au moins se faire connaître. Donc, quand vous êtes personne, enfin voilà. Donc, Emmanuel Macron, vous me parlez du candidat du Great Reset. Emmanuel Macron, c'est déjà le candidat du Reset ou de l'agenda de Davos. Il est là pour liquider une partie de la France. Ça s'est vu sur Alstom, et vous avez reçu mon collègue Sylvain Baron il y a quelques jours, où lui il travaille sur Macron et le pacte de corruption, justement comme quoi il avait été mandaté pour liquider Alstom quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie. Parce que faut rappeler que Montebourg était plus pour la solution Siemens, pour ceux qui ont de la mémoire. Et Sylvain Baron travaille là-dessus, et puis même des lettres d'information qui ont totalement documenté les liens de Macron avec, on va dire, les multinationales américaines ou anglo-américaines. Alors, un autre point, juste sur un autre sujet, QAnon, vous dites, le Great Reset rappelle l'escroquerie QAnon. C'est intéressant comme notion. Dire que c'est une escroquerie. Bah, clairement, parce que moi, ça me faisait un petit peu rigoler. Alors, je sais que quand on est contre QAnon, allez-y, on peut tout dire ici. Parce que le livre, pour que les gens comprennent, c'est un livre de chronique mensuelle sur l'actualité de 2020. Et donc, il y a toujours un peu de prospective. Alors, dès avril 2020, donc on était en pleine crise lors du premier confinement, j'expliquais que Trump et QAnon, c'était très certainement une escroquerie, parce que on nous vendait Trump comme le sauveur de l'Occident. Alors après, je ne dis pas que certaines choses de Trump n'ont pas été bonnes pour les Américains. Ça, je me permettrai pas de le dire. Il y avait très certainement des bons aspects. Mais le fait de faire de Trump le sauveur des États-Unis et de l'Occident, qui va détruire l'État profond, il y avait quelque chose déjà de caricatural, parce qu'on ne devient pas président des États-Unis sans certains appuis. Voilà. Et au final, on parle du complot, c'était caricatural, c'est-à-dire ça tenait sur rien. Donc je l'explique dans le livre pourquoi ça tenait sur rien, parce que Trump, c'est aussi une fabrication, notamment via le big data des GAFAM, donc notamment via Facebook, avec une société, j'en parle, c'est Cambridge Analytica, dont Steve Bannon, qui était un conseiller de Trump, avait des liens avec cette société. Donc oui, QAnon, ça tenait pas la route. Et puis le fait de dire que Trump avait nationalisé la Réserve fédérale, c'est-à-dire nationalisé l'émission monétaire aux États-Unis dès avril, il y en a qui nous expliquaient ça, alors qu'en fait, la Réserve fédérale américaine a été mise sous tutelle du gestionnaire d'actifs BlackRock, qui pilote
en fait, à l'occasion du Covid, les politiques d'achat d'actifs de la Réserve fédérale via le Trésor américain. Donc en fait, c'est pas du tout une nationalisation, c'est même plutôt enfin bon, après la Réserve fédérale, c'est un peu complexe son statut, mais c'est vraiment une privatisation en tout cas de la politique financière des États-Unis. Donc là, vous parlez beaucoup de confiance par rapport aux élites. Enfin, du coup, vous dites que Macron fait quelque chose pour lequel il n'a pas forcément été élu. Du coup, il défend un tout autre programme. Et donc en fait, c'est quelque chose de politique qui se fait en underground, se fait sous la table. Après, c'est pareil. Macron, c'est pas dit qu'il ait des mauvaises intentions. C'est-à-dire, il a des conseillers. Il y a ce qu'on appelle le rôle des lobbies, en fait, des gens qui influencent. Quand vous êtes à la prise de décision, vous êtes approché par une multitude de personnes. Alors vous pouvez être approché par le peuple qui vous met de temps en temps des gifles, mais vous êtes aussi approché par des gens qui vous chuchotent à l'oreille. Si vous faites telle réforme, ce sera mieux pour la gestion financière du pays sur tel sujet. Et les politiques, comment dire, peuvent être plus ou moins réceptif à certains. Le peuple lui fait des plus que des chuchotements, genre il l'écoute pas là. Oui, mais le peuple, il a pas forcément. On parlait des moyens financiers. Il a pas forcément les moyens, on va dire techniques, de venir parler gentiment à Emmanuel Macron et lui dire faudrait faire ci, faudrait faire ça. Et après, il a peut-être pas aussi l'oreille. Donc selon vous, la démocratie est biaisée aujourd'hui? Oui, il y en a beaucoup qui parlent du capitalisme de connivence. Le système démocratique, on l'a vu à l'occasion des dernières élections là, qui se sont déroulées il y a quelques jours. On voit qu'il y a une crise de confiance dans notre système électoral et démocratique. On voit que le peuple, pour parler, le peuple c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais on voit qu'il y a une grande partie des masses populaires qui sont maintenant exclues en fait du jeu politique et électoral, qui n'ont même plus leur voix au chapitre. C'est pour ça qu'il y a des taux d'abstention énormes, c'est-à-dire il y a une offre politique qui ne correspond pas à la réalité et à on va dire aux préoccupations politiques de la population française, et c'est ce qui fait que la démocratie, si on peut toujours parler de démocratie, est un peu biaisée. Si on veut réfléchir à ça, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez si on dit qu'il faut des élites dans tous les cas dans la société? Le problème, ce n'est pas les élites, mais la confiance qu'on leur porte aujourd'hui. Exactement. Le Great Reset, il y a beaucoup on va dire, de penseurs libéraux qui décrivent le Great Reset comme un communisme 2.0, une collectivisation. Des élites, il y en a toujours eu, et il en faudra toujours. C'est-à-dire des gens qui décident. La seule chose, c'est qu'en fait, il faut que les élites se reconnectent avec leur lien de légitimité. C'est-à-dire, en fait, un président de la République, en théorie, son rôle, c'est de prendre en compte l'intérêt général du pays. Donc, en fait, il faut ce qu'a très bien dit d'ailleurs Éric Velrac, c'est-à-dire, en fait, il faut que nos élites retrouvent le sens du service public, de l'intérêt général, et de un certain bon sens, en fait. Parce que ce qui arrive ou ce qui va arriver, je pense que ce sera néfaste pour même une grande partie des élites. Comme quand je vous dis, il y en a qui pensent vraiment faire le bien. À l'occasion de la crise du Covid, on a aussi beaucoup parlé d'incompétence. C'est là où il faut sortir il y a des gens qui pilotent tout derrière. Non, il y a aussi des gens, faut dire la vérité, qui sont pas bons. On le voit. Et c'est là où moi je rapproche ça de la crise financière des subprimes de 2008, où en fait on est sorti du capitalisme, on va dire traditionnel. Avant, le capitalisme, c'était vous êtes faible, vous êtes mauvais, vous mourrez. Et là maintenant, en fait, les banques, elles ont fait des fraudes, enfin elles ont fait des pratiques frauduleuses, elles ont perdu de l'argent, elles ont caché des pertes, elles ont en gros fait n'importe quoi, et en 2008 elles sont pas mortes. C'est-à-dire c'est les contribuables qui ont renfloué leur mauvais comportement. Donc en fait là on est aussi sur une fin de système où on voit que nos élites sont à l'image de ce système. C'est-à-dire peu importe leur comportement, même si elles sont bonnes ou mauvaises, en fait elles perdent pas. Et que l'individu lambda ou moyen, c'est le gérant d'une boulangerie, si son pain il est pas bon ou qui fait n'importe quoi, et dans quelques mois plus tard, sa boulangerie elle sera fermée. Donc en fait, ce qu'il faut recréer, c'est revenir à du bon sens, et surtout, après ça s'explique, c'est parce qu'en fait la structuration économique et financière, là on est dans une ère d'illusion monétaire. On voit avec les records de capitalisation boursière, là actuellement on voit qu'en fait la bourse est au plus haut, alors qu'il y a un an, il y a eu une contraction de la production mondiale et il y a eu une économie mondiale à l'arrêt. Alors que le CAC 40, le S&P 500, ils ont vu leur capitalisation boursière exploser
en totale inadéquation avec la réalité économique. Donc en fait, c'est pour ça que ça produit aussi des politiques qui sont à l'image de ce système, c'est-à-dire c'est de l'illusion. On arrive vers la fin de cet entretien. Juste avant, je voulais vous parler de 2020 en l'an 1 du nouvel ordre mondial. L'ordre mondial, c'est quelque chose c'est un peu un clin d'œil des fois. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Voilà, toutes ces théories qu'il y a des gens qui dirigent le monde. Comment est-ce que vous abordez ce sujet? Mais en fait, le nouvel ordre mondial, pour que les gens soient, entre guillemets, se rassurent, c'est documenté. Il y a notamment un ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, qui en a parlé longtemps via une citation. Il me semble que c'était en 2009 où il explique que nous irons ensemble vers un nouvel ordre mondial et personne ne pourra nous arrêter. Le président Bush père en avait aussi parlé dans un discours. En fait, un ordre mondial. Il y a même Vladimir Poutine qui parle d'ordre mondial. Donc, ça n'est pas l'ordre mondial. C'est comment dire, une vision aussi géopolitique. C'est-à-dire, à la fin de la chute du bloc soviétique, il y a eu une recomposition de la géopolitique et du monde en général, on a parlé de fin de l'histoire, qui a amené aussi les élites à repenser le monde. Donc, quand je dis le nouvel ordre mondial, c'est aussi quand même un projet pour moi, il y a aussi un projet, on va dire, je parle dans le livre, il y a une volonté quand même d'effacement de l'échelon national. Et on le voit avec les grandes structures, notamment l'Union européenne, où j'en parle pas mal dans le livre, notamment via la dette. L'échelon national, en tout cas, pose problème à nos élites. En fait, les élites, c'est pas qu'elles sont contre la nation, c'est qu'elles considèrent que la nation, c'est un échelon dépassé. C'est-à-dire, ça empêche justement les sociétés d'évoluer et de faire que les populations soient mieux prises en charge, ou non, sans pour autant avoir un mauvais esprit derrière. Donc en fait, elles considèrent que la nation, il faut la dépasser, il faut l'effacer. Elles se disent qu'il faut aller vers un échelon, notamment continental via l'Union européenne, mais ça va même Poutine a parlé d'Eurasie. Et ça, il faut aller vers un échelon supérieur pour organiser le monde de demain, en fait, le monde d'après. Et là d'ailleurs, c'est aussi, vous parliez tout à l'heure des grandes entreprises qui rachètent finalement toutes les petites et qu'on serait dans un monde, voilà, avec un capitalisme exacerbé. Leur théorie, par exemple, Klaus Schwab et Thierry Malret dans leur livre sur lequel on s'appuie pour faire cette interview et sur lequel vous êtes appuyé pour faire votre livre, disent les grandes entreprises ont beaucoup plus de chances de survivre que les petites, et du coup, pour prospérer, pour une société prospère, c'est beaucoup mieux de s'appuyer sur des grandes entreprises, et c'est ça la théorie. Voilà. Qu'est-ce que vous leur répondrez à ces gens-là si politiquement vous étiez en phase 2? C'est là où moi c'est mon plus grand désaccord. Je parle de c'est la fin de la petite propriété privée pour la masse. Alors ça, c'est pas un fantasme. C'est déjà, si les gens veulent se renseigner, c'est le programme Espagne 2050 où c'est prévu la fin de la petite propriété. Le gouvernement espagnol en a parlé, c'est-à-dire dans 30 ans en Espagne, vous pourrez plus avoir de maison individuelle. Et il y a BlackRock, il y a 5 jours, qui a fait pas un édito, mais il y a un article qui est sorti où, alors c'est pas Larry Fink, je sais plus qui c'est, Isabelle Mathieu. Larry Fink, le patron du fonds de pension BlackRock. Gestionnaire d'actifs BlackRock, où ils expliquaient qu'en fait, les États-Unis, dans 10 à 20 ans, seront une nation de locataires. Donc, il y a, comment dire? Oui, tout serait location, on n'aurait plus rien à nous, c'est le forfait de téléphone, le forfait déjà de ce qu'on paye à la télé. Il y a une volonté, et puis par exemple, on prend le secteur de l'automobile. Bon, là, il va encore muter, parce qu'on va vers, on a parlé de l'écologie et d'un monde à la devanture verte, avec les moteurs électriques, tout ça. L'automobile, actuellement, le LOA, le leasing, c'est beaucoup plus développé que la vente des véhicules neufs, où les gens sont propriétaires d'un véhicule neuf. Donc là, on a vu les modes de consommation déjà changer sur le secteur automobile. Donc, en grande partie, actuellement, les gens sont locataires de leur voiture. Puis une fois que le leasing, vous n'êtes pas propriétaire quand vous faites une loi. Donc, on voit que les modes de consommation, il y a eu une transformation après la crise de 2008, là, en l'occurrence. Et on voit que ça peut très bien arriver sur les biens immobiliers. Pour plusieurs raisons. On en a parlé notamment sur le fait de polluer, mais pour en revenir à votre question, sur le fait qu'ils promeuvent un système où les grosses sociétés absorbent les petites, c'est en fait sortir totalement du capitalisme, parce que la notion de risque et de concurrence n'existera plus. Et quand ils disent il y aura moins de risques, oui, il y aura moins de risques puisqu'il y aura plus de concurrence. Donc ce sera un système pour moi pas plus fluide,
même beaucoup plus lourd, mais il y aura plus de concurrence. Donc ça permettra un contrôle justement pour que nous pollueurs orienter les modes de consommation par exemple de manière plus facile. Donc c'est totalement cohérent avec le programme du Grand Reset. Et juste avant qu'on termine, voilà, par rapport à la surveillance de masse dont on a parlé rapidement au début de cet entretien, la vie privée, comment est-ce que vous la pensez en société? Comment est-ce que vous percevez ça? Parce que la surveillance de masse, c'est une atteinte totale à la vie privée. Donc est-ce que c'est important? Oui. Pour faire le lien avec votre précédente question, en fait, si on détruit les petites et moyennes structures économiques, le petit boulanger, quand vous avez plus votre maison, quand vous êtes plus propriétaire de votre maison, plus propriétaire de votre moyen de production, vous êtes plus libre. Alors, les gens qui sont salariés, le salariat, c'est bien, mais en fait, quand vous avez un salariat qui touche toute la population, politiquement, c'est plus compliqué. Donc en fait, la fin des libertés publiques, elle arrive à ce moment-là. C'est-à-dire un monde où on sera tous salariés, où il y aura pas quelqu'un qui prend des risques, être entrepreneur. En principe, c'est prendre des risques. C'est-à-dire prendre sur soi le fait qu'il peut y avoir un succès, il peut y avoir un échec. C'est ça, être entrepreneur. Le jour où vous supprimez ce risque, vous supprimez aussi la liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté politique. Donc en fait, c'est un monde où le contrôle sera total. On n'a pas parlé, j'en parle beaucoup, des monnaies numériques de banque centrale, où en fait le contrôle via la monnaie, quand il y aura plus d'argent liquide, voilà, c'est ce qui est mis en place. Hein. C'est un projet de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne. Le jour où vous avez plus de structure indépendante et que votre usage de l'argent est tracé, il y a plus de liberté. Du jour au lendemain, si vous dites quelque chose qui ne plaît pas, on vous ferme votre compte. L'autorité centrale et le pouvoir politique ferment votre compte. Vous avez la liberté, en tout cas, de garder d'acheter ce livre, Le Grand Reset en marche. Voilà, écrit par Marc-Gabriel Draghi. C'est aux éditions K. Marc-Gabriel Draghi, merci d'avoir été avec nous. Merci à François pour l'invitation et merci pour votre courage. Ça, on fait juste notre travail. Partagez cette vidéo sur vos réseaux si vous le souhaitez, si cette interview vous a plu, ça nous aide beaucoup, et si vous voulez nous soutenir, vous trouvez la page de soutien sur francesoir.fr. Merci à vous. Merci Marc-Gabriel Draghi. Merci.